Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de Afrique Midi. Nous partons d'abord avec les titres. Audience accordée en début de la semaine par le président Alassane Ouattara au commandant en chef de l'Africom. Au menu des échanges, il était question de l'intervention militaire de la France et de la MISMA au Mali. La 28e session du comité intergouvernemental d'experts de la Commission économique pour l'Afrique du Nord s'est ouverte hier à Rabat, au Maroc. La rencontre doit s'étendre sur 5 jours. En Côte d'Ivoire, audience accordée en début de la semaine par le président Alassane Ouattara au commandant en chef de l'Africom, structure qui coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent africain. Au menu des échanges, il était question de l'intervention militaire française et de la MISMA au Mali. Créé en 2007 par le département américain de la Défense, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom, coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent africain. Le général Carter Ham en est le commandant en chef. Dans l'intervention militaire de la France et de la MISMA, la force africaine, contre les djihadistes dans le nord Mali, l'Africom apporte un appui matériel et technique aux forces armées libératrices. Le renforcement de cet appui a été évoqué au cours de l'échange que le président de la République a eu avec le général Carter Ham, mais également d'autres domaines d'action qui requièrent un appui urgent de l'Africom ont aussi été évoqués, notamment la piraterie maritime en augmentation dans le golfe de Guinée. Le roi Mohamed VI a rencontré hier, mardi, au Palais Royal à Rabat, l'émir du Koweït. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont échangé sur les relations privilégiées qu'entretiennent le Maroc et le Koweït. La dernière rencontre entre les deux chefs d'État remontait au mois d'octobre dernier, lors de la tournée de Mohamed VI dans le Golfe. Une visite qui s'était soldée par un don du Koweït de près de 1,3 milliard de dollars et qui a fait l'objet d'une convention cadre la semaine dernière. La 28e session du comité intergouvernemental d'experts de la Commission économique pour l'Afrique du Nord s'est ouverte hier à Rabat au Maroc. Sous le thème « Promouvoir la diversification et la sophistication pour la transformation structurelle des économies en Afrique du Nord », cette rencontre doit s'étendre sur 5 jours. Une croissance économique insuffisante dans les pays de l'Afrique du Nord. C'est le constat dressé aujourd'hui par les experts de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Pour les membres du comité intergouvernemental de la CEA, la solution réside dans le développement des structures d'exportation. On s'est rendu compte que aujourd'hui, nous avons besoin réellement d'aborder les questions d'une croissance de meilleure qualité, d'une meilleure mobilisation des ressources qui existent au niveau des pays, un certain nombre de facteurs qui peuvent permettre aux pays d'accélérer leur croissance et de créer davantage d'emplois. Le modèle économique marocain a également été étudié, un système qui a prouvé sa résilience face à la crise, et cela grâce à une demande intérieure robuste et un dynamisme continu de la production agricole. Et aujourd'hui, on est en train de parler de la diversification, mais aussi de la sophistication du système productif, de manière à permettre de créer plus de valeur ajoutée et de permettre une répartition équitable des richesses, mais aussi de permettre une création d'emplois au niveau des défis à relever pour le futur. À l'issue de cette rencontre, des recommandations seront soumises à la prochaine conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement de la CEA. Une rencontre qui aura lieu dans moins de 3 semaines en Côte d'Ivoire. En Tunisie, Choukri Belaïd a bien été tué par les salafistes. Ali Larayed le confirme. Le Premier ministre tunisien affirme que le meurtrier a été identifié, mais qu'il est toujours en fuite. 4 de ses complices présumés ont en revanche été arrêtés. Au Mali, précisément à Tombouctou, les familles qui avaient fui l'occupation islamiste commencent à rentrer. Je vous propose un extrait du grand format que vous pourrez suivre dès ce soir. C'est le témoignage d'une mère de famille qui était partie dès le lendemain de l'entrée des islamistes dans la ville. Nous sommes partis de chez nous le lendemain de l'arrivée des occupants.
Nous venons juste de rentrer parce qu'on nous a dit qu'ils sont partis. Et dès que mon mari a pu réunir l'argent nécessaire pour le transport des enfants, des beaux-parents et de moi-même, on est venu sans attendre. Vous voyez le linge sale qu'on a même pris avec nous parce que je ne voulais plus attendre un jour de plus, loin de chez nous. Mon mari est resté, lui, à Sévaré. Là-bas, on était en location. Ça coûtait cher. Il est seul maintenant. Et j'espère que ce sera plus facile comme cela. Il pourra nous envoyer un peu d'argent. À la veille de sa démission historique, le pape Benoît XVI fait ses adieux à la foule des croyants ce mercredi place Saint-Pierre pour sa dernière apparition publique après 8 ans de pontificat. Place Saint-Pierre, ils sont plus de 50 000 à avoir pris leur billet pour écouter la dernière audience, la dernière catéchèse de Benoît XVI. Un bain de foule final pour celui qui continuera à s'appeler Sa Sainteté Pape émérite ou Pontife romain émérite. La situation inédite de sa démission a donné lieu à des précisions au détail près, notamment sur sa tenue vestimentaire. Il continuera à porter sa robe blanche, tout simplement. Il ne portera plus en revanche les souliers rouges qui le caractérisaient. Le pape a choisi de passer à des chaussures marron. Le programme des prochaines heures, lui aussi, est parfaitement réglé. Jeudi, Benoît XVI doit d'abord rencontrer une dernière fois les cardinaux dans cette salle du Vatican. Des cardinaux qui ont tous pris le chemin de Rome à l'image de l'archevêque de New York. Nous serons avec lui un certain temps. J'ai hâte d'y être parce qu'en somme, nous lui dirons au revoir. Ensuite, c'est à bord d'un hélicoptère blanc de la marine italienne que Benoît XVI quittera le Vatican. Direction sa résidence de Castel Gandolfo au sud de Rome, où il doit habiter jusqu'à fin avril, avant de se retirer dans un petit monastère pour mener une vie de prière. À 20h précises, son pontificat s'achèvera dans la discrétion. Seul détail symbolique, la garde suisse ne surveillera plus sa porte. Elle sera remplacée par la gendarmerie pontificale. Partons en France avec la sortie du livre sur la liaison entre Dominique Strauss-Kahn et Marcella Lacube, probablement retardée. Un encart judiciaire a été ordonné hier dans chaque exemplaire, encart mentionnant l'atteinte à la vie privée des DSK. Belle et Bête sortira en librairie ce mercredi, mais devra contenir un encart, comme l'a demandé Dominique Strauss-Kahn dans son assignation. Dans ce livre, l'ancien patron du FMI, sans jamais être nommé, est décrit par Marcella Yacoub comme mi-homme, mi-cochon, davantage intéressé par les femmes et la fête que par la politique. Une version romancée de la liaison entre l'auteur et l'ancien favori à la présidentielle entre janvier et août 2012. Ce mardi, Dominique Strauss-Kahn a exprimé son exaspération. Tout cela pour faire de l'argent, sans aucun souci de la dévastation que ça pouvait faire de ma vie personnelle, de ma vie familiale ou de celle de mes enfants. Et donc maintenant je dis ça suffit. J'en ai assez qu'on se serve de moi et je demande une seule chose, c'est qu'on me laisse en paix. Par ailleurs, le Nouvel Observateur devra publier un communiqué judiciaire sur la moitié de sa une. La semaine dernière, l'hebdomadaire avait publié des bonnes feuilles de l'ouvrage, suscitant la polémique et la colère de l'ancien patron du FMI. Il devra aussi verser 25 000 € de dommages et intérêts à Dominique Strauss-Kahn. Marcella Yacoub et les éditions Stock devront de leur côté verser solidairement 50 000 € supplémentaires. L'usage inapproprié des bougies pour éclairer les maisons est devenu un danger permanent au Cameroun. On se souvient de ces enfants calcinés dans des incendies récemment à Douala et Yaoundé. Désormais, Yaoundé déconseille l'usage des bougies. Le tueur derrière les délestages est identifié par tous. Il s'agit de la bougie. Pourtant, des recettes existent contre cette allumeur de brasier et déclencheur de morts aussi subites que violentes. Qu'elle ne soit pas placée sur la table, au chevet du lit ou aux abords de fenêtres. Que la bougie soit utilisée, posée sur le sol, ou alors qu'elle soit utilisée dans un plat en céramique dont le rayon devrait être plus grand que la hauteur de la bougie. En réalité, Yaoundé déconseille désormais l'usage des bougies. Moi, je conseille aux familles de prendre beaucoup plus des trucs chargeables, des trucs comme des lampes à piles, pour aider nos enfants dans leur préparation aux examens. Les dangers des groupes électrogènes vont au-delà des nuisances sonores. L'électrochoc entre l'énergie débitée ici et le courant électrique ordinaire est un autre incendie assuré. Il faudrait que le groupe puisse
être arrêtés lorsque le courant normal reviendrait. Placer le groupe à l'extérieur, à l'air libre, afin d'éviter les accidents qui peuvent survenir par l'absorption des gaz carboniques. Les ménages sont donc priés de s'en remettre à d'autres sources d'éclairage. La lampe tempête dépanne souvent, mais sa lumière torture les yeux et peut entraîner des dommages visuels sur le long terme. Par conséquent, les lampes torches sont en vogue. Les unes prennent des piles. Elles sont parfois rechargeables. Les autres bénéficient d'un dispositif d'alimentation gratuit à l'usage. Elles fonctionnent grâce à des énergies solaires préstockées. Le meilleur pour la fin, les lampes solaires brillent de 1001 lumières, tout à la joie des usagers. Voilà, c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.